Dans le calme encore fragile du Mistral, une tension diffuse semblait flotter dans l'air, comme si chaque habitant pressentait que quelque chose d'invisible était en train de se fissurer. Rien n'avait encore explosé, rien n'avait encore basculé, et pourtant, dans les regards, dans les silences, dans ces gestes anodins répétés machinalement, se dessinait déjà la promesse d'un bouleversement imminent que personne ne saurait éviter. Au pavillon des fleurs, Martin avançait d'un pas hésitant, le téléphone serré dans la main comme un objet devenu soudain trop lourd à porter. Les messages restés sans réponse de Lucie s'accumulaient dans sa tête comme autant de reproches silencieux, chacun ravivant un peu plus le regret d'avoir tourné en dérision cette lettre qu'elle lui avait offerte avec une sincérité désarmante. Ce souvenir, qui aurait dû être léger, s'était transformé en une faille profonde dans leur relation. Face à Luna, il tentait de masquer ce malaise par une désinvolture qui ne trompait personne. Ses mots se perdaient dans des justifications maladroites, mais derrière cette façade, c'était une véritable peur qui grandissait, celle de perdre une personne devenue bien plus importante qu'il ne voulait l'admettre. Luna, observatrice attentive, ne se contentait pas d'écouter, elle lisait entre les lignes, percevant chez lui une confusion émotionnelle encore brute, encore difficile à formuler. Lorsqu'elle évoqua l'idée d'une lettre en retour, Martin eut un bref mouvement de recul, comme si cette suggestion venait toucher une zone trop vulnérable. Il n'était pas prêt à s'exposer de cette manière, pas encore. Pourtant, l'idée fit son chemin, se transformant peu à peu en une volonté de réparer ce qu'il avait brisé, non pas avec des mots écrits, mais avec une présence réelle, concrète, presque tangible. Dans le même temps, chez elle, Lucie semblait enfermée dans un dilemme qui la dépassait. Assise face à Léa, elle cherchait ses mots avec une prudence inhabituelle, comme si chaque phrase risquait de trahir quelque chose de plus profond qu'elle ne voulait reconnaître. Elle oscillait entre la colère et l'attachement, entre le besoin de se protéger et celui de ne pas perdre ce lien qui, malgré tout, continuait de compter. Léa, fidèle à elle-même, ne cherchait pas à imposer une vérité, mais à ouvrir un espace de réflexion. Elle voyait chez Lucie une fatigue émotionnelle accumulée, une lassitude née des épreuves récentes, et comprenait que ce rendez-vous proposé par Martin n'était pas qu'une simple sortie, mais une occasion de reconstruire quelque chose, même si cela restait fragile, incertain, presque bancal. Au fil des heures, cette hésitation prit une forme plus concrète. Lucie accepta finalement de revoir Martin, non pas par certitude, mais par instinct, comme si une part d'elle refusait de laisser cette histoire s'éteindre sans avoir tenté de la comprendre jusqu'au bout. Ce choix, en apparence anodin, marquait en réalité un tournant discret, une ouverture vers une évolution qu'aucun des deux n'était encore prêt à nommer. Plus tard, dans une atmosphère bien différente, la villa des Kepler devenait le théâtre d'un affrontement bien plus brutal. Ophélie, les traits tendus, ne cherchait plus à contenir ce qu'elle ressentait. Face à Vanessa, elle exprimait une colère accumulée, nourrie par des décisions prises sans elle, contre elle, et qui menaçaient de détruire ce qu'elle considérait comme un dernier repère stable dans sa vie. Vanessa, en réponse, ne laissait filtrer qu'un calme glacial, une maîtrise presque inquiétante de ses émotions. Chaque mot qu'elle prononçait semblait peser, calculer, comme s'il s'agissait moins de convaincre que d'imposer une réalité indiscutable. Elle rappelait son statut de propriétaire, son droit de disposer de la maison comme bon lui semblait, transformant ce qui aurait pu être un débat en une démonstration de pouvoir. Derrière cette confrontation, se jouait en réalité une lutte bien plus profonde. Ophélie ne défendait pas seulement un lieu, mais une identité, une histoire, un ancrage. Vanessa, elle, cherchait à préserver sa propre survie, à payer le prix d'un procès qui menaçait de tout lui prendre. Entre elles, il n'y avait plus d'espace pour la compréhension, seulement une opposition frontale où chacune se battait pour ne pas céder. Pendant ce temps, au Mistral, les échos de cette dispute se propageaient déjà. Charlie, témoin involontaire, ne pouvait s'empêcher de partager son inquiétude avec Aya. Ce qu'elle avait entendu dépassait le simple conflit familial, c'était une rupture en train de se produire, une séparation qui risquait d'emporter bien plus qu'une maison, mais aussi des liens humains construits dans la douleur et la résilience. Thomas, confronté à cette situation, se retrouvait pris dans une position inconfortable. Sa première réaction fut de vouloir désamorcer le conflit, de se retirer pour ne pas aggraver les tensions entre mère et fille. Mais cette volonté de faire le bien se heurtait à une réalité plus complexe, où chaque décision pouvait avoir des conséquences inattendues, parfois irréversibles. C'est alors qu'un élément inattendu vint perturber davantage cette atmosphère déjà instable. De retour à la villa, Thomas fut confronté à une série de phénomènes étranges, presque irréels. Des bruits indistincts, une télévision qui s'allumait seule, comme si une présence invisible cherchait à attirer son attention, ou peut-être à le pousser à douter de ce qu'il voyait, de ce qu'il comprenait. Au départ,
Il tenta de rationaliser, cherchant une explication logique, un geste de Gabriel, une erreur technique, quelque chose de tangible. Mais lorsque l'événement se reproduisit, une inquiétude plus profonde s'installa. Ce n'était plus une simple coïncidence, mais une anomalie, une fissure dans le quotidien qui révélait que quelque chose lui échappait complètement. Dans ce climat d'incertitude, une question commençait à émerger, lente mais persistante. Ophélie pouvait-elle être à l'origine de ces manifestations? Était-ce une tentative de reprendre le contrôle, de marquer son territoire, ou bien n'y avait-il quelque chose de plus sombre, de plus dérangeant, qui se jouait en coulisses sans que personne ne puisse encore en saisir les contours? À cet instant précis, tandis que les tensions s'accumulaient au cœur du Mistral, ailleurs, bien loin de cette agitation urbaine, une menace bien plus concrète prenait forme dans le silence oppressant du massif de la Sainte-Baume, où le danger, lui, n'était ni invisible ni abstrait, mais prêt à frapper à tout moment. Dans le silence dense et presque étouffant du massif de la Sainte-Baume, le temps semblait s'être suspendu, comme si la nature elle-même retenait son souffle face à la violence imminente qui se jouait à l'abri des regards. Les arbres immobiles, les pierres chauffées par le soleil, tout participait à cette impression d'isolement total, où chaque seconde pouvait devenir décisive, où chaque geste pouvait précipiter l'irréparable. Attachée, le regard fixé sur un point invisible, Laura luttait contre la montée d'une angoisse qu'elle refusait de laisser prendre le dessus. Son esprit, pourtant, ne cessait de revenir à ces mots accusateurs lancés par Yolande, des mots lourds de culpabilité, chargés d'un chagrin qu'elle comprenait mais qu'elle ne pouvait accepter pleinement. Être tenue responsable de la mort de Jennifer était une charge écrasante, un poids qui menaçait de la briser de l'intérieur. À ses côtés, Barbara tentait de garder un semblant de calme, mais ses gestes trahissaient une tension constante. Chaque mouvement, chaque respiration était calculée, comme si elle cherchait à économiser ses forces pour un moment précis, celui où une opportunité surgirait. Elle observait Laura avec une attention particulière, consciente que derrière cette détermination apparente se cachait une fragilité prête à céder à tout instant. Yolande, quant à elle, oscillait entre la colère et le désespoir. Sa douleur était encore à vif, sa perte trop récente pour être apaisée par des mots ou des explications. Dans son esprit, les événements s'enchaînaient avec une logique implacable, désignant Laura comme l'élément déclencheur de ce drame. Et même si une part d'elle savait que la réalité était plus complexe, elle avait besoin de cette certitude pour tenir debout. C'est alors que le bruit de pas se fit entendre, brisant brutalement cet équilibre précaire. L'un des braconniers apparut, sa présence imposante imposant immédiatement le silence. Son regard, dur et sans émotion, balaya les trois femmes avec une froideur glaçante, comme s'il évaluait leur valeur, leur dangerosité, leur capacité à lui échapper. Sa voix, lorsqu'il parla, ne laissait place à aucune ambiguïté. Il rappela les règles avec une simplicité terrifiante, toute tentative de fuite serait punie par la mort. Ce n'était pas une menace en l'air, mais une promesse, une réalité prête à se concrétiser au moindre faux pas. Cette déclaration transforma l'air déjà lourd en une prison invisible, resserrant l'étau autour des captives. Peu après, il ordonna à Yolande de le suivre, prétextant un besoin trivial, mais révélant en réalité une stratégie de contrôle. Séparer les otages, créer des failles, briser leur cohésion. Yolande se leva avec difficulté, jetant un dernier regard chargé de rancœur à Laura avant de disparaître derrière les arbres, accompagnée par cet homme dont la simple présence suffisait à instaurer la terreur. Dès que leur silhouette s'éloigna, un silence tendu s'installa. Laura et Barbara échangèrent un regard, un de ces regards où tout se dit sans un mot. C'était le moment, ou du moins, la meilleure opportunité qu'elles auraient peut-être jamais. Leurs mains liées devenaient un obstacle à franchir, une barrière qu'elles devaient absolument briser avant que la situation ne leur échappe définitivement. Avec une concentration extrême, Laura commença à travailler sur les liens qui entravaient ses chevilles. Chaque mouvement était lent, précis, presque imperceptible, comme si elle craignait que le moindre bruit puisse trahir leur tentative. La corde, serrée et rugueuse, résistait, mais la détermination de Laura était plus forte, alimentée par un mélange de culpabilité et de volonté de réparation. Barbara, de son côté, surveillait les alentours, chaque bruit, chaque souffle de vent devenant suspect. Son cœur battait à un rythme effréné, mais elle s'efforçait de garder une apparence de calme. Elle savait que la moindre erreur pourrait leur coûter la vie, que le moindre instant de panique pourrait réduire à néant leurs efforts. Pendant ce temps, ailleurs, Nadia préparait son départ avec une assurance troublante. À proximité de l'Ulm, elle semblait déjà détachée de la situation, comme si tout ce qui se passait derrière elle n'était qu'un détail, une étape nécessaire vers un objectif plus grand. Son compagnon, lui, observait le ciel avec inquiétude,
conscients que la météo ne leur permettrait pas de décoller immédiatement. Ce contretemps, en apparence banal, devenait en réalité un élément crucial. Chaque minute gagnée était une chance supplémentaire pour les captives, une possibilité que la situation évolue, que quelque chose bascule. Mais Nadia ne semblait pas s'en inquiéter outre mesure. Elle avait prévu des imprévus, anticipé des retards, et restait convaincue que rien ne pourrait entraver son plan. De retour auprès des captives, Laura sentit enfin la corde céder légèrement. Ce n'était qu'un relâchement infime, presque imperceptible, mais suffisant pour raviver l'espoir. Elle redoubla d'efforts, ignorant la douleur dans ses poignets, concentrant toute son énergie sur cet objectif unique, se libérer pour sauver les autres. Lorsque Yolande revint, escortée par le braconnier, elle ne remarqua pas immédiatement ce changement. Mais quelque chose dans l'attitude de Laura avait évolué, une tension différente, une détermination nouvelle qui ne pouvait passer totalement inaperçue. Pourtant, le temps jouait en leur faveur, et chaque seconde gagnée les rapprochait d'un possible renversement de situation. À cet instant précis, Laura parvint enfin à libérer ses chevilles. Le soulagement fut immédiat, mais elle n'avait pas le luxe de s'y abandonner. Sans attendre, elle se pencha vers Yolande et Barbara, s'attaquant à leur lien avec une rapidité contrôlée, consciente que le danger pouvait revenir à tout moment, que la moindre hésitation pouvait être fatale. Leurs gestes s'enchaînaient avec une coordination instinctive, comme si, malgré les tensions, malgré les reproches, elles formaient encore une unité, une équipe prête à survivre coûte que coûte. La peur, loin de les paralyser, devenait un moteur, une force brute qui les poussait à agir, à ne pas céder, à refuser la fatalité. Mais cette fragile avancée fut brutalement interrompue. Le braconnier réapparut, plus tôt que prévu, son regard se durcissant instantanément en comprenant ce qui était en train de se passer. Sans un mot, il leva son arme, visant directement Laura, dans un geste rapide, précis, presque mécanique. Le temps sembla alors se figer. Laura, dans un réflexe presque instinctif, saisit son propre pistolet, le braquant à son tour sur l'homme. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une tension extrême, d'une détermination absolue, comme si chacun cherchait à anticiper le mouvement de l'autre, à lire dans son esprit l'instant exact où tout basculerait. Dans ce face-à-face silencieux, tout devenait possible. La peur, la colère, la volonté de survivre, tout se mêlait dans un instant suspendu, un équilibre précaire où une simple pression sur une détente pouvait décider du destin de tous. Aucun mot n'était nécessaire, car tout se jouait désormais dans ce duel muet. C'est alors que le bruit éclata, sec, brutal, irréversible. Une détonation fendit l'air, résonnant entre les arbres comme un écho funeste. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea, comme si le monde refusait d'accepter ce qui venait de se produire. Puis, lentement, la réalité reprit ses droits. Une question, une seule, s'imposa dans les esprits, lourde, écrasante, impossible à ignorer. Qui venait d'être touché? Le bruit de la détonation continua de résonner dans l'air bien après que le coup fut tiré, comme si l'écho refusait de s'éteindre, prolongeant l'instant dans une tension insupportable. Pendant une fraction de seconde, personne ne sembla respirer, pas même le vent qui parcourait habituellement les hauteurs du massif. Le monde s'était figé autour de cet instant suspendu, incapable de basculer immédiatement vers la réalité. Puis, lentement, les corps reprirent leur place dans le temps. Laura sentit une chaleur étrange envahir son bras, une sensation diffuse qui ne ressemblait pas immédiatement à de la douleur, mais plutôt à une alerte sourde, un signal que quelque chose venait de se briser dans l'équilibre déjà fragile de la situation. Son regard vacilla un instant, cherchant à comprendre avant même de ressentir. Face à elle, le braconnier vacilla à son tour. Son expression, jusque-là rigide, se fissura légèrement, laissant apparaître une surprise presque humaine, comme s'il n'avait pas anticipé que la confrontation puisse réellement aller jusque-là. Son arme trembla, décrivant un léger arc dans l'air, révélant que lui aussi venait d'être touché, que la violence qu'il imposait pouvait se retourner contre lui. Dans ce double déséquilibre, une vérité brutale s'imposa. Le coup n'avait pas désigné une seule victime, mais avait redistribué les cartes, plongeant chacun dans une incertitude encore plus dangereuse. Laura, malgré la douleur qui commençait à se préciser, refusa de céder. Elle resserra sa prise sur son arme, déterminée à ne pas laisser cet instant devenir leur fin. Barbara, témoin de la scène, sentit son cœur s'emballer à un rythme incontrôlable. Elle comprenait immédiatement que ce moment était décisif, que tout se jouait dans ces secondes où l'homme vacillait, où son autorité se fissurait. Sans attendre, elle se redressa, prête à intervenir, à soutenir Laura, à transformer cette faille en opportunité de survie. Yolande, quant à elle, resta figée un instant de plus,
paralysée par la violence soudaine de la scène. Mais très vite, son regard se fixa sur Laura, et dans ce regard, quelque chose changea. La colère qui l'habitait jusque-là laissa place à une prise de conscience brutale. Peu importaient les responsabilités, peu importaient les reproches, seule comptait désormais la nécessité de survivre ensemble. Dans un geste presque instinctif, elle se rapprocha, brisant la distance qu'elle avait maintenue jusque-là. Ce rapprochement, silencieux mais significatif, marquait un basculement dans leur relation. La survie imposait une alliance, et même si les blessures restaient ouvertes, elles devaient être mises de côté pour faire face à un danger bien plus immédiat. Le braconnier, tentant de reprendre le contrôle, fit un pas en arrière, mais son équilibre était compromis. Son regard oscillait entre rage et confusion, incapable de décider s'il devait tirer à nouveau ou battre en retraite. Cette hésitation, aussi infime soit-elle, devenait leur seule chance de reprendre l'avantage. Laura, malgré la douleur qui commençait à irradier dans son corps, comprit que cet instant ne se reproduirait pas. Elle avança d'un pas, son arme toujours pointée, son regard fixé sur celui de l'homme. Elle ne cherchait plus seulement à se défendre, mais à imposer une nouvelle dynamique, à inverser le rapport de force qui les avait jusque-là condamnés. Dans le même temps, plus bas dans la vallée, les forces de l'ordre tentaient de reconstituer le puzzle d'une situation encore floue. Morgan, concentré, analysait les informations reçues avec une rigueur presque froide. L'appel du randonneur avait bouleversé leur compréhension de l'affaire, révélant que les pistes suivies jusque-là étaient erronées. Arthur, qu'ils avaient suspecté, apparaissait désormais sous un jour différent. Son geste, loin d'être celui d'un coupable, ressemblait davantage à un appel à l'aide, à une tentative désespérée de prévenir les autorités. Cette révélation imposait une révision complète de l'enquête, une remise en question des certitudes accumulées. Autour d'elle, les enquêteurs échangeaient des regards lourds de sens. L'erreur d'analyse n'était pas anodine, elle avait fait perdre un temps précieux, un temps qui, dans une situation de prise d'otage, pouvait coûter des vies. La pression montait, palpable, transformant chaque décision en un choix potentiellement fatal. Morgan, consciente de cette responsabilité, ne laissait rien paraître. Elle donnait des ordres précis, organisant les équipes, traçant des hypothèses, tentant de réduire l'écart entre ce qu'ils savaient et ce qu'ils devaient encore découvrir. Chaque indice devenait crucial, chaque détail pouvait orienter leur intervention. Pendant ce temps, dans les hauteurs, la situation restait instable. Le braconnier, toujours debout mais affaibli, semblait hésiter entre la fuite et l'affrontement. Son regard, désormais plus nerveux, trahissait une perte de contrôle progressive. Ce n'était plus lui qui dominait totalement la situation, et cette bascule, même partielle, ouvrait une brèche. Barbara profita de cet instant pour s'approcher davantage, ses mouvements calculés pour ne pas provoquer de réaction brutale. Elle savait que tout reposait sur un équilibre fragile, qu'un geste trop brusque pouvait déclencher une nouvelle explosion de violence. Pourtant, elle refusait de rester passive, consciente que l'inaction pouvait être tout aussi dangereuse. Yolande, de son côté, observait Laura avec une attention renouvelée. La voir tenir tête à cet homme, malgré la blessure, malgré la peur, fissurait les certitudes qu'elle s'était construites. La culpabilité qu'elle avait projetée sur elle semblait soudain moins évidente, moins absolue, laissant place à une compréhension plus nuancée, plus humaine. Dans cet espace suspendu, où chaque respiration semblait peser davantage, Laura sentit la douleur s'intensifier, mais refusa de la laisser prendre le dessus. Elle savait que céder maintenant signifierait tout perdre. Alors elle s'accrocha, puisant dans une force qu'elle ne soupçonnait pas, transformant la peur en détermination pure. Le braconnier fit un nouveau mouvement, plus brusque cette fois, comme s'il tentait de reprendre l'initiative. Mais quelque chose avait changé. L'équilibre n'était plus le même, et cette tentative semblait déjà vouée à l'échec. L'autorité qu'il imposait jusque-là s'effritait, laissant apparaître les limites de son contrôle. Au même moment, plus loin, Nadia observait le ciel avec impatience. Le retard imposé par la météo commençait à peser sur son assurance. Ce qui n'était qu'un contretemps devenait peu à peu une menace pour son plan. Elle ne pouvait ignorer que chaque minute supplémentaire augmentait les risques, que l'équilibre qu'elle croyait maîtriser pouvait lui échapper. Son compagnon, plus pragmatique, insistait sur la nécessité d'attendre, mais cette attente devenait insupportable. Nadia n'était pas faite pour l'immobilité. Elle avait besoin d'agir, de contrôler, de décider. Et ce sentiment de dépendance aux éléments extérieurs commençait à fissurer sa confiance. De retour sur le lieu de la confrontation, l'atmosphère atteignait un point de rupture. Laura, Barbara et Yolande se tenaient désormais face à un homme affaibli mais toujours dangereux. Le moindre faux pas pouvait encore tout faire basculer. Mais pour la première fois depuis le début de leur captivité,
une possibilité réelle de survie apparaissait. Et dans cet équilibre instable, une question restait suspendue, prête à redéfinir la suite des événements. Cette brèche serait-elle suffisante pour leur permettre de s'échapper, ou ne ferait-elle que précipiter une violence encore plus incontrôlable? Dans la tension presque irréelle qui s'était installée, chaque souffle semblait désormais chargé d'un poids nouveau, comme si l'air lui-même s'était épaissi sous la pression de ce face-à-face incertain. Le braconnier, affaibli mais encore debout, cherchait à masquer la fragilité qui le gagnait, tandis que face à lui, Laura, Barbara et Yolande s'ancraient dans une détermination silencieuse qui ne leur ressemblait pas quelques heures plus tôt. C'est alors que Laura fit un pas de plus, un geste à la fois simple et décisif, qui marquait une rupture nette avec la passivité imposée jusque-là. Ce mouvement, aussi infime soit-il, traduisait une volonté de reprendre le contrôle, de refuser la position de victime dans laquelle on l'avait enfermé. Son regard ne tremblait plus, malgré la douleur qui irradiait toujours dans son bras. Le braconnier réagit instinctivement, levant légèrement son arme, mais son geste manquait de précision, trahissant la perte de contrôle qui s'installait peu à peu. Cette hésitation, à peine perceptible, fut immédiatement saisie par Barbara, qui se rapprocha encore, réduisant la distance avec une prudence extrême, consciente que le moindre faux mouvement pouvait raviver la violence. Dans ce moment suspendu, Yolande observa la scène avec une intensité nouvelle. Elle ne voyait plus seulement Laura comme une coupable potentielle, mais comme une femme qui luttait pour les sauver toutes. Ce renversement intérieur, discret mais profond, venait bouleverser sa perception des événements, remettant en question les certitudes auxquelles elle s'était accrochée pour tenir face à la douleur. Soudain, un bruit plus lointain se fit entendre, presque imperceptible au départ, mais suffisant pour attirer l'attention du braconnier. Un craquement, un mouvement dans la végétation, quelque chose qui n'appartenait pas à leur cercle immédiat. Ce son, qui aurait pu passer inaperçu, eut sur lui un effet immédiat, ravivant une nervosité déjà palpable. Profitant de cette distraction, Laura resserra sa prise sur son arme et avança encore d'un pas, réduisant l'espace qui les séparait. Elle savait que le temps jouait contre eux, que chaque seconde pouvait faire basculer la situation dans un sens ou dans l'autre. Son objectif n'était plus seulement de survivre, mais de neutraliser la menace avant qu'elle ne reprenne totalement l'avantage. Barbara, comprenant l'intention de Laura, se positionna légèrement sur le côté, prête à intervenir si nécessaire. Leur coordination, instinctive, presque animale, témoignait d'une solidarité qui s'était reconstruite dans l'urgence, dépassant les tensions et les reproches qui les avaient divisés quelques instants plus tôt. Le braconnier, désormais pris entre la douleur de sa blessure et l'inquiétude grandissante face à ce bruit extérieur, tenta de reprendre le contrôle par la parole. Mais sa voix, lorsqu'elle s'éleva, n'avait plus la même assurance. Elle trahissait une inquiétude qu'il ne parvenait plus à dissimuler, comme si la situation lui échappait peu à peu. Dans le même temps, non loin de là, les forces de l'ordre progressaient avec une prudence extrême. Morgan, en tête du dispositif, avançait en analysant chaque détail du terrain, chaque trace, chaque indice pouvant les rapprocher des otages. L'appel reçu plus tôt avait transformé leur approche, leur donnant une direction plus précise, mais aussi une responsabilité accrue. Chaque membre de l'équipe savait que la moindre erreur pouvait être fatale. Le silence était total, les gestes mesurés, les regards échangés suffisaient à transmettre les informations nécessaires. Ils n'étaient plus dans une simple enquête, mais dans une opération où chaque seconde comptait, où la vie des victimes dépendait de leur capacité à intervenir au bon moment. Dans les airs, le ciel restait incertain, maintenant Nadia et son compagnon cloués au sol. Cette immobilité forcée, qui aurait dû être temporaire, devenait un facteur de plus en plus inquiétant. Nadia, impatiente, commençait à percevoir les limites de son plan, à comprendre que ce qu'elle avait imaginé comme une fuite maîtrisée pouvait se transformer en piège. Son regard se durcit, cherchant une solution alternative, un moyen de reprendre l'initiative. Elle n'était pas prête à abandonner, pas prête à laisser les événements lui échapper. Mais cette volonté, aussi forte soit-elle, se heurtait désormais à une réalité imprévisible, où trop de variables lui échappaient. De retour sur le lieu de la confrontation, la tension atteignait un point critique. Laura, désormais plus proche du braconnier, pouvait percevoir chaque détail de son état, chaque signe de faiblesse, chaque hésitation. Elle comprenait que le moment était venu, que la situation ne pourrait pas rester figée indéfiniment. C'est alors que le bruit dans les buissons se fit plus net, plus proche, provoquant une réaction immédiate du braconnier. Il tourna brièvement la tête, cherchant à identifier l'origine de cette présence. Ce simple geste, cette fraction de seconde d'inattention, fut suffisante pour créer une ouverture.
Sans attendre, Barbara se jeta en avant, déséquilibrant l'homme dans un mouvement rapide et précis. Le choc fut brutal, imprévisible, brisant l'équilibre déjà fragile. L'arme du braconnier dévia, son corps vacilla, et pour la première fois, la domination qu'il exerçait jusque-là s'effondra totalement. Laura, malgré la douleur, réagit immédiatement, sécurisant son arme et se positionnant pour empêcher toute riposte. Yolande, portée par un élan qu'elle n'aurait pas cru possible, intervint à son tour, contribuant à immobiliser l'homme. Leur action, coordonnée malgré elle, transformait cette confrontation en un renversement total de situation. Au même moment, les forces de l'ordre surgirent à proximité, alertées par le bruit de la lutte. Leur arrivée, rapide et maîtrisée, mit fin à l'affrontement avant qu'il ne puisse dégénérer davantage. En quelques secondes, le braconnier fut maîtrisé, désarmé, neutralisé. Le silence qui suivit fut d'une nature différente. Ce n'était plus un silence de peur, mais un silence de choc, de soulagement, de prise de conscience. Laura, épuisée, laissa enfin retomber la tension qu'il avait maintenue debout jusque-là. Son arme glissa légèrement dans sa main, tandis que la réalité revenait brutalement la frapper. Barbara, encore haletante, observa les policiers sécuriser la zone, incapables de réaliser pleinement ce qui venait de se produire. Yolande, elle, regardait Laura avec un mélange de stupeur et de reconnaissance, consciente que sans elle, l'issue aurait pu être bien différente. Dans cet instant suspendu entre chaos et apaisement, une vérité s'imposait peu à peu, rien ne serait plus comme avant. Les blessures, visibles ou invisibles, allaient laisser des traces profondes, redéfinissant les liens entre elles, mais aussi leur perception d'elles-mêmes. Et tandis que la situation semblait enfin sous contrôle, une autre question commençait déjà à émerger, plus insidieuse, plus complexe. Cette épreuve allait-elle les rapprocher durablement, ou ne ferait-elle que révéler des fractures encore plus profondes, prêtes à ressurgir une fois le danger passé? Le retour à la réalité fut brutal, presque violent, comme si le corps refusait d'accepter que le danger venait réellement de s'éloigner. Autour d'elle, les policiers s'activaient, sécurisant les lieux, échangeant des informations rapides, mais pour Laura, Barbara et Yolande, tout semblait encore lointain, étouffé, comme filtré à travers une couche épaisse d'émotions encore impossible à trier. Laura, soutenue par un agent, sentait désormais la douleur s'imposer avec une netteté implacable. Là où l'adrénaline avait maintenu son corps en mouvement, la fatigue et la blessure reprenaient leur droit. Chaque battement de son cœur résonnait dans son bras, rappel constant de ce moment où tout aurait pu basculer définitivement. Barbara, quant à elle, ne parvenait pas à détacher son regard de la scène qui venait de se dérouler. Elle revoyait chaque geste, chaque décision, chaque instant où tout aurait pu échouer. Cette répétition mentale, presque automatique, témoignait d'un besoin de comprendre, de donner un sens à ce qu'elle venait de vivre, comme si analyser l'événement pouvait en atténuer la violence. Yolande, silencieuse, observait Laura avec une intensité nouvelle. Les mots qu'elle avait prononcés plus tôt lui revenaient en mémoire avec une force inattendue, chargée désormais d'un poids différent. Elle comprenait que sa colère avait été une manière de survivre à la douleur, mais elle réalisait aussi qu'elle avait été injuste, qu'elle avait cherché un coupable là où il n'y avait que des victimes. Ce basculement intérieur ne se traduisait pas encore par des paroles, mais par une attitude, un regard, une présence plus proche. Elle ne s'éloignait plus, ne se refermait plus. Au contraire, elle restait là, comme pour réparer, à sa manière, une fracture qu'elle avait elle-même contribué à creuser. Dans le même temps, les secours prenaient en charge les blessés, et l'agitation reprenait une forme plus organisée, plus maîtrisée. Morgan, arrivée sur place, observait la scène avec un mélange de soulagement et de tension persistante. L'opération s'était terminée sans perte de vie, mais elle savait que l'affaire n'était pas close, que les ramifications de cette prise d'otage restaient encore à démêler. Son regard se posa sur Laura, puis sur Barbara et Yolande, et elle comprit immédiatement que ce qu'elles avaient traversé dépasserait largement le cadre de l'enquête. Il y avait dans leurs gestes, dans leur silence, quelque chose de brisé, mais aussi quelque chose de renforcé, comme si cette épreuve avait redéfini leur lien de manière irréversible. Pendant ce temps, au Mistral, l'atmosphère restait tendue, chargée d'une inquiétude que personne ne parvenait à dissiper complètement. Les nouvelles circulaient par fragments, incomplètes, laissant place à des hypothèses, des peurs, des espoirs contradictoires. Louis, en particulier, peinait à contenir son anxiété, chaque minute sans information devenant une épreuve en soi. Lorsqu'il apprit enfin que Barbara était en vie, un soulagement immédiat l'envahit, presque douloureux dans son intensité. Mais ce soulagement ne suffisait pas à effacer l'angoisse accumulée, ni à répondre aux questions qui continuaient de le hanter.
Il savait que ce qu'elle avait vécu laisserait des traces, et que leur relation, déjà fragile, pourrait en être profondément affectée. Dans un autre registre, la situation au sein de la famille Kepler continuait de se détériorer. Vanessa, enfermée dans une logique qui ne laissait place à aucune remise en question, avançait avec une détermination froide, convaincue que ses choix étaient nécessaires, même s'il impliquait de briser ce qui restait de lien avec sa fille. Ophélie, de son côté, ne parvenait plus à contenir le sentiment d'injustice qui la submergeait. La maison n'était plus seulement un lieu, mais un symbole, un repère qu'elle voyait lui échapper sans pouvoir intervenir. Cette perte annoncée renforçait sa colère, mais aussi son sentiment d'impuissance, la plaçant dans une position où chaque réaction semblait vouée à l'échec. Thomas, témoin involontaire de cette escalade, se retrouvait de plus en plus démuni. Son instinct le poussait à éviter le conflit, à ne pas s'immiscer dans une relation mère-fille déjà trop fragile. Mais les événements récents, les phénomènes étranges survenus dans la villa, ajoutaient une dimension supplémentaire à son malaise, rendant toute décision encore plus complexe. Ces manifestations inexpliquées continuaient de le troubler, alimentant une inquiétude diffuse qu'il ne parvenait pas à rationaliser complètement. Était-ce une coïncidence, une mise en scène, ou quelque chose de plus profond, de plus inquiétant? Cette question, sans réponse immédiate, s'installait durablement dans son esprit. Parallèlement, du côté de Martin et Lucie, une dynamique différente se mettait en place, plus douce, mais tout aussi fragile. Leur après-midi passé ensemble, loin des tensions extérieures, avait permis de recréer un lien, de retrouver une complicité qu'ils croyaient perdue. Ce moment, simple en apparence, portait en lui une importance particulière. Martin, conscient de ses erreurs, adoptait une attitude plus attentive, plus sincère. Il ne cherchait plus à impressionner ou à masquer ses émotions, mais à être présent, réellement présent. Cette évolution, perceptible dans ses gestes et ses regards, marquait un changement profond dans sa manière d'aborder leur relation. Lucie, de son côté, restait prudente. Elle ne se laissait pas emporter facilement, gardant une distance protectrice, comme pour se préserver d'une nouvelle déception. Mais derrière cette retenue, une ouverture se dessinait, discrète mais réelle, laissant entrevoir la possibilité d'un rapprochement plus profond. Lorsque Martin lui annonça son départ prochain pour Lille, une émotion inattendue traversa Lucie. Elle n'avait pas anticipé ce sentiment, cette légère inquiétude à l'idée de le voir partir. Ce départ, même temporaire, révélait l'importance qu'il avait prise dans sa vie, une importance qu'elle n'était pas encore prête à formuler clairement. Dans ce moment suspendu, leurs échanges prirent une tonalité différente, plus sincère, plus directe. Martin exprima ce qu'il ressentait avec une simplicité désarmante, offrant à Lucie une présence sans pression, sans attente imposée. Cette déclaration, loin d'être spectaculaire, portait en elle une authenticité qui touchait profondément. Lucie, émue malgré elle, répondit par un geste simple, mais chargé de sens. L'étreinte qu'elle lui offrit n'était pas seulement celle d'une amie, mais celle de quelqu'un qui acceptait de rouvrir une porte qu'elle avait refermée. Ce moment, fragile et précieux, marquait une étape importante dans leur relation. Pendant ce temps, dans le massif, alors que les sirènes s'éloignaient et que la nuit commençait à tomber, une autre réalité s'imposait lentement. L'événement venait de s'achever, mais ses conséquences, elles, ne faisaient que commencer. Les blessures physiques seraient soignées, mais les traces laissées dans les esprits demanderaient bien plus de temps pour s'apaiser. Et dans cet équilibre encore instable, une certitude se dessinait peu à peu. Ce qui venait de se produire ne serait pas oublié, et chacun, à sa manière, devrait apprendre à vivre avec ce moment où tout aurait pu s'arrêter, mais où, contre toute attente, la vie avait continué. La nuit s'installa lentement sur le Mistral, enveloppant le quartier d'une obscurité apaisante qui contrastait violemment avec l'intensité des événements de la journée. Pourtant, derrière ce calme apparent, chacun portait encore en lui les traces d'une tension qui refusait de disparaître. Rien n'était réellement terminé, tout semblait simplement en suspens, comme si le véritable impact de ce qui s'était passé n'avait pas encore pleinement émergé. À l'hôpital, Laura reprenait peu à peu contact avec la réalité, son regard oscillant entre fatigue et lucidité retrouvée. La douleur, désormais maîtrisée, laissait place à une autre forme de tension, plus profonde, plus difficile à apaiser. Elle repensait à chaque instant, à chaque décision, consciente que la frontière entre la vie et la mort avait été d'une fragilité extrême. Barbara, assise non loin, observait silencieusement la scène, incapable de trouver les mots justes. Elle ressentait une forme de gratitude mêlée à une inquiétude persistante. Survivre n'effaçait pas ce qu'elles avaient vécu, et elle savait que ce moment continuerait de résonner en elle, bien au-delà des blessures visibles. Yolande, quant à elle,
hésitait encore, comme retenue par une pudeur qu'elle n'avait pas su dépasser plus tôt. Finalement, elle fit un pas en avant, posant son regard sur Laura avec une sincérité nouvelle. Sans chercher à se justifier longuement, elle laissa apparaître ce que les mots avaient du mal à traduire, une reconnaissance, mais aussi un regret profond. Ce moment, discret mais essentiel, scellait une évolution dans leur relation. La colère avait cédé la place à une compréhension plus nuancée, plus humaine. Rien n'était totalement réparé, mais une ouverture existait désormais, fragile, mais réelle, prête à être reconstruite avec le temps. Dans le même temps, l'enquête avançait, révélant peu à peu l'ampleur du plan orchestré par Nadia. Morgane, concentrée, analysait chaque élément avec une précision méthodique. Le rôle d'Arthur apparaissait désormais sous un jour totalement différent, celui d'un homme pris au piège, tentant malgré tout d'éviter le pire. Cette relecture des événements imposait une nouvelle grille de compréhension, mais soulevait aussi d'autres questions. Comment Nadia avait-elle pu en arriver là? Quelle motivation profonde l'avait poussée à franchir cette limite? Ces interrogations, encore sans réponse, laissaient présager que l'affaire n'avait pas encore livré tous ses secrets. Au Mistral, l'atmosphère évoluait lentement, oscillant entre soulagement et fatigue collective. Les nouvelles, désormais plus claires, permettaient aux habitants de relâcher une tension accumulée, mais ne suffisaient pas à effacer l'inquiétude ressentie. Chacun mesurait à sa manière la fragilité de l'équilibre dans lequel il vivait. Dans la villa Kepler, cependant, rien ne semblait s'apaiser. Vanessa, fidèle à elle-même, poursuivait son chemin sans laisser place au doute. Sa détermination, presque inflexible, la maintenait dans une position où toute concession apparaissait comme une faiblesse. Elle avançait, convaincue que ses choix, aussi durs soient-ils, étaient nécessaires. Ophélie, de son côté, se retrouvait face à une réalité qu'elle refusait d'accepter. La distance entre elle et sa mère ne cessait de s'élargir, transformant leur relation en un affrontement permanent. Ce conflit, désormais ouvert, ne laissait plus place au compromis, installant une tension durable dont personne ne pouvait encore mesurer les conséquences. Thomas, témoin de cette fracture, continuait de s'interroger sur les événements étranges survenus dans la villa. Ces manifestations inexpliquées, loin d'être oubliées, restaient présentes dans son esprit, alimentant une inquiétude qu'il ne parvenait pas à dissiper. Il sentait que quelque chose lui échappait, que la situation ne se résumait pas à ce qu'elle semblait être. Pendant ce temps, Martin et Lucie, éloignés de ces tensions, poursuivaient leur rapprochement avec une prudence touchante. Leur relation, encore fragile, se construisait sur une base plus sincère, débarrassée des maladresses qui l'avaient fragilisée. Ce lien, en devenir, portait en lui une promesse discrète, mais pleine de potentiel. Le départ annoncé de Martin donnait à leurs échanges une intensité particulière. Chaque mot, chaque regard semblait chargé d'un sens nouveau, comme si le temps devenait soudain plus précieux. Lucie, sans le formuler clairement, ressentait cette évolution, cette transformation progressive de leur relation. Dans cet équilibre délicat, ils avançaient sans certitude, mais avec une volonté commune de ne pas répéter les erreurs du passé. Leur histoire, encore indéfinie, s'écrivait dans ces instants simples, loin des drames, mais pourtant tout aussi essentiels. Alors que la nuit avançait, le Mistral retrouvait peu à peu son rythme habituel, mais quelque chose avait changé. Les événements de la journée avaient laissé une empreinte invisible, modifiant les perceptions, les relations, les équilibres. Rien n'était plus tout à fait comme avant, même si tout semblait reprendre sa place. Et dans ce calme retrouvé, une dernière question restait suspendue, prête à hanter les jours à venir. Les blessures du passé pourront-elles réellement se refermer, ou ne feront-elles que ressurgir au moment où chacun pensera enfin avoir trouvé un semblant de paix?